J'inviterai Gabriel Joyal à se joindre à nous. Bonjour, Gabriel. Donc, Gabriel, c'est notre prochain présentateur. Gabriel, il est chercheur en géomatique au Centre de géomatique du Québec à Chicoutimi. Gabriel a fait son bac à l'UQAR en géographie, une concentration, je crois, en géomorphologie. Il détient également une maîtrise de l'Université Laval en géomorphologie marine et côtière. Dans les dernières années, Gabriel a occupé différents postes, dont il a été consultant, toujours dans le même domaine, en géomorphologie et en géomatique côtière. Et puis, il a été également chargé d'enseignement au développement durable des zones côtières à l'Université de Moncton. Donc, Gabriel, je te laisse la parole pour nous parler de ton projet, le Canadian Arctic Bedmap Project. Merci beaucoup, Yannick. Je vais partir ma présentation. C'est bon. C'est bon. Donc, merci beaucoup. Bienvenue à cette conférence. Donc, c'est ça, je suis Gabriel Joyal, chercheur en géomatique au Centre de géomatique du Québec. Je vais vous présenter aujourd'hui le projet ATAMAP, qui se trouve à être un projet là, de cartographie continue de la topobathymétrie de l'Arctique canadien. Donc, je présente aujourd'hui avec mon collègue Andrew Hamilton, qui est stagiaire postdoctoral à l'Université de l'Alberta. Et le projet est financé par un soutien de MITAX là, pour le projet. Donc, j'ai pas besoin de faire la preuve aujourd'hui de l'importance d'avoir des bonnes données de bathymétriques, notamment dans l'Arctique, mais je tenais quand même à faire un point sur l'importance du contrôle bathymétrique sur la circulation océanique à l'échelle arctique. Donc, j'ai mis un exemple ici d'une figure d'un article publié récemment là, qui montre un transect pan-arctique où on peut voir l'impact en fait des seuils topographiques et des grands bassins sur la distribution et des potentiels de température et de la salinité dans les grands bassins arctiques. Et ce contrôle bathymétrique-là est d'autant plus important dans l'archipel arctique canadien puisqu'il y a, comme son nom l'indique, en fait, un archipel d'îles avec des zones plus ou moins profondes et des chenaux plus ou moins étroits aussi qui compliquent ou qui complexifient, si on veut, la dynamique des courants océaniques. Donc, afin de bien comprendre les courants océaniques et la distribution et les jeux de mélange ou les interactions complexes entre les océans, la côte et éventuellement les glaciers, c'est important d'avoir un bon cadre, en fait, un bon bol dans lequel tous ces processus-là se manifestent. Pourquoi c'est important? Justement aussi, c'est parce que la forme et les élévations du lit, donc le lit autant le fond de la mer que la topographie sous les glaciers, et se trouve à être vraiment le canevas sur lequel ces processus-là se déploient. Et parlant de ces processus, donc on peut parler par exemple des processus de bilan de masse des glaciers. Donc avec le réchauffement climatique, on voit que certains glaciers peuvent accélérer dans la vitesse. Donc les bilans de masse sont souvent de plus en plus négatifs. Donc comment est-ce que les glaciers vont évoluer? Comment aussi est-ce que le réchauffement des grands courants océaniques vont se propager dans l'Arctique, notamment sur la figure en bas à droite. Là, vous voyez une représentation, en fait, une modélisation 2D dans ce cas-ci, qui montre en fait l'impact de la rugosité du trait de côte ou justement de l'espèce d'indentation ou de la formation des baies ou la présence des îles sur la distribution des courants océaniques. La forme du lit et les élévations en milieu côtier ou en milieu marin peu profond peuvent également influencer beaucoup de processus biogéochimiques qui interviennent là, près de la côte et qui sont essentiels à une foule d'autres organismes dans l'écosystème à la fois arctique, mais également de régulation de certains processus à l'échelle internationale. Et bien entendu, tous ces processus-là sont liés notamment avec toutes les problématiques qu'on entend actuellement en lien avec les changements climatiques et permettraient de mieux comprendre en fait les contributeurs canadiens de l'élévation du niveau marin, que ce soit des causes statiques ou isostatiques liées à la fonte des glaciers et de leurs impacts, notamment sur les milieux côtiers, notamment les communautés qui seraient, par exemple, situées en zone de faible altitude en milieu côtier. Donc, cette importance-là de modèles numériques d'élévation à l'échelle de l'Arctique canadien est si important, mais les modèles qu'on possède actuellement, notamment pour la bathymétrie près de la côte, sont un peu lacunaires pour le moment. En milieu terrestre, on possède déjà des données pan-arctiques du modèle arctique DEM qui est offert à des résolutions de 2 mètres allant jusqu'à 1 km pixel, mais qui donne toutefois une très bonne résolution de la topographie en milieu terrestre.
Et là, présentement, on fait des analyses à savoir est-ce que le zéro topographique de ce modèle-là, est-ce qu'il correspond vraiment correctement à une position du trait de côte qu'on pourrait voir, par exemple, sur une image satellite ou qu'on pourrait définir sur le terrain. Donc, en milieu terrestre, on possède déjà une très belle quantité de données de très bonne résolution. Toutefois, en milieu marin, en fait, on possède deux grands jeux de données, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a le modèle développé par le GEPCO, donc l'IPCAD version 4, qui est la dernière version qui est sortie l'année dernière, et le modèle SRTM 15, qui ont des résolutions spatiales, somme toute, similaires, mais sur laquelle on peut voir, par exemple, sur cet exemple-ci, à l'entrée des fjords, là, il y a certaines îles à certains endroits qui apparaissent sur un modèle et qui n'apparaissent pas sur l'autre. Et pour une même échelle de couleur, là, pour les profondeurs, ici, on voit que la bathymétrie change grandement. Et si ces modèles-là sont utilisés, par exemple, pour de la modélisation de courants océaniques, ben, on peut comprendre l'importance que ça peut avoir là, sur la meilleure compréhension, notamment des impacts des courants océaniques sur les glaciers en fond de fjords. De plus, ces modèles-là, en fait, ne comprennent pas toujours une couche d'épaisseur de glace. Et pourquoi c'est important d'avoir l'épaisseur des calottes de glace, notamment des plateformes de glace flottantes qui se jettent en milieu côtier? C'est notamment pour dériver une position du trait de côte qui est la plus précise possible et d'éliminer l'hypothèse selon laquelle la position du glacier équivaut au trait de côte finalement. Donc, la position finale du glacier dans le fjord ne correspond pas à un trait de côte de 0 mètre d'élévation bathymétrique, en fait. Correspond, oui, au 0 mètre topographique, mais cette plateforme de glace flottante-là peut être au-dessus d'un fjord qui peut être pratiquement à 500-600 mètres de profondeur. Donc, en incluant des données d'épaisseur de glace, on est capable éventuellement de dériver la vraie position à l'intérieur des terres de ce qu'on appelle le grounding line, donc la zone d'ancrage du glacier qui représente la réelle position du zéro topo bathymétrique à l'échelle du modèle complet. Et cette zone-là, justement, c'est la zone critique, cette zone de fond de fjord avec des plateformes de glace flottante où il y a énormément de circulation et de mélange, notamment des échanges thermiques entre un océan qui se réchauffe et des glaciers qui progradent normalement très rapidement vers les fjords. Donc, c'est pour cette raison que c'est important d'avoir une représentation en 3 dimensions réelles de la morphologie, à la fois des calottes glaciaires, mais du fond du lit, ce qu'on appelle en anglais le bedrock, si on veut, le lit sous-jacent. Au Groenland, en fait, il y a une initiative qui a été entreprise dans les dernières années de faire un modèle topo-bathymétrique continu. Donc, il y a eu des efforts majeurs là, qui ont été faits pour compiler une foule de données. Donc, vous voyez sur l'image de gauche l'ensemble des sources de données qui ont été colligées et rassemblées en un même jeu de données pour générer un modèle topo-bathymétrique, comme on voit à droite, sans la calotte de glace. Donc, on voit qu'ils ont utilisé différents types de données, donc à la fois des données gravimétriques satellitaires, des données gravimétriques radar pour aéroporter, beaucoup d'efforts aussi bathymétriques dans les fjords avec des sonars multifaceaux, monofaceaux, mais aussi des techniques de création de géométrie de fjords de manière synthétique par des approches géomorphologiques, afin de créer ce modèle-là qui permet à la fois de suivre en fait l'impact de la fonte des glaciers sur l'élévation du niveau marin, mais aussi l'invasion des eaux lorsque les glaciers se reculent dans certains fjords. Donc, ça équivaut à avoir, comme je disais précédemment, le bol là, dans lequel tous les processus se propagent. Donc, c'est fortement inspiré de ce projet-là qu'on a mis en place, le projet ATAMAP. Juste pour référence, le mot ATA, c'est un mot inuktitut qui signifie dessous ou en dessous, donc qui fait référence à une carte des reliefs sous les glaciers et sous l'océan. Donc, c'est des collègues collaborateurs à Grise Fiord, la communauté la plus au nord du Canada, avec qui on collabore, qui nous ont inspiré ce mot-là et on le trouvait tout à fait à propos. Donc, on se trouve dans un domaine spatial là, qui s'étend du 60e degré nord à l'intérieur de la zone économique exclusive du Canada. Pour l'instant, en fait, c'est pas pour des raisons politiques qu'on a choisi cette zone-là, c'est purement pour des raisons pratiques de rester dans un domaine canadien. Mais on garde les efforts de garder, en fait, une espèce de continuum avec les efforts groenlandais aussi pour créer une force de frappe internationale aussi pour pouvoir fusionner nos modèles ensemble éventuellement. Donc, dans la première version, on vise créer
une première grille à 100 mètres de résolution pixels qui est déjà améliorée par rapport aux modèles internationaux disponibles. Et les trois principales couches de données qu'on désire créer sont la bathymétrie, la topographie sous-glaciaire et une couche qui est intrinsèquement liée à la bathymétrie, à la topographie sous-glaciaire qui se trouve être l'épaisseur de glace. Et lorsque ces couches-là sont mises à jour, éventuellement, on est capable de faire des suivis puis des bilans de masse à l'échelle des grandes calottes glaciaires, notamment du haut Arctique, là, des îles d'Ellesmere, Devon, par exemple. Pour le moment, on est encore en étape. En fait, le projet a été mis en branle là, depuis la fin janvier 2021. Donc, on y réfléchit depuis l'année dernière, mais vraiment, le coup d'envoi a été fait très récemment. Donc, on a déjà regroupé plusieurs chercheurs, plusieurs groupes d'intérêt aussi dans le projet, qu'on a divisé en deux grands groupes, donc l'équipe glacier et l'équipe océan. Donc, l'équipe glacier qui s'occupe vraiment de dériver les données radar ou les données plus glaciaires d'épaisseur de glace, et l'équipe océanique. Ceci dit, on assure la coordination entre les deux équipes pour s'assurer vraiment la fusion correcte des données terrestres et marines. Et pour le moment, on est encore à l'étape de croissance. Donc, on accueille tout collaborateur intéressé à collaborer à ce projet-là, soit comme collaborateur en termes de recherche-développement ou même comme collaborateur de données. Donc, notre approche de compilation de données se veut en plusieurs étapes, plusieurs sources de données, un peu à la manière du modèle groenlandais. Donc, on a accès déjà à une carte là, déjà préliminaire là, des tracés de radar aérien qui n'ont pas été utilisés pour le moment. Donc, on veut revaloriser et une équipe au Texas là, qui fait de la reconstitution de topographie sous-glaciaire qui travaille sur ce modèle-là. Donc, on a une équipe qui travaille vraiment sur la reconstitution de la topographie du bedrock. On a une autre équipe qui travaille à la mise à jour du trait de côte de Ressources naturelles Canada, donc à l'échelle de l'Arctique, de faire un modèle de trait de côte actualisé qui inclurait l'ensemble des îles aussi, des micro-îles qui se situent, avec aussi une couche actualisée de la position des terminus de glaciers et des épaisseurs de glace pour pouvoir permettre là, de bien modéliser si on se met à faire éventuellement de la modélisation de morphologie des fjords. D'avoir toutes ces informations-là le plus à jour possible. On aimerait également intégrer des données de bathymétrie satellitaire. Pour l'instant, dans l'équipe, il n'y a pas de spécialistes en la matière, mais on a vu en début de semaine des présentations très intéressantes sur le sujet. Donc, on accueillerait des spécialistes dans le domaine, soit comme fournisseurs de données ou comme experts conseils pour améliorer cette zone de transition-là en milieu côtier là, qui a un très grand potentiel dans l'Arctique pour ce genre de technologie-là. Pas dans la version 1, mais dans les versions suivantes, on désire intégrer là, des modèles géomorphologiques de reconstitution synthétique de fjords, notamment pour éviter les interpolations linéaires entre des valeurs de profondeur au large et un trait de côte à 0 mètre. Donc, on sait que les vallées glaciaires sont des vallées en forme de U. Donc, de respecter cette morphologie-là, puisqu'on connaît un peu les processus glaciaires, de recréer de la morphologie des fjords de manière plus synthétique dans des zones où on aurait seulement quelques éléments de points de sondage, par exemple. Ça pourrait être une méthode qui serait à développer dans le futur. Et sinon, en milieu marin, là, on dispose de plusieurs jeux de données, en fait, qui sont non utilisés ou non publiés, qu'on veut revaloriser et réintégrer dans un effort commun pour faire la cartographie marin, milieu profond, milieu peu profond. Donc, premièrement, il y a les missions Vagabond là, qui sont depuis 2019-2020, on fait des missions estivales à bord d'un voilier polaire avec un équipé d'un sonore multifaisceau. Si vous voulez en apprendre plus là, sur ces missions-là, il y a un article qui va sortir dans la prochaine édition de Hydro International sur le sujet. On a également des collaborations avec les archives de Ressources naturelles Canada. Donc, il y a plusieurs archives qui, surprenamment, ne sont pas intégrées dans les données hydrographiques actuellement au service hydrographique. Bien qu'elles comportent certaines incertitudes, vu que c'est des vieilles données et tout ça, on considère que pour reprendre l'expression de Mathieu Rondeau il y a 2 ans au colloque, c'était c'est mieux d'avoir pas de données pantoute. Donc, on reprend un peu cet esprit-là de redigitaliser certaines vieilles données. Et enfin, on veut utiliser aussi, dans l'équipe, on a beaucoup de collaborateurs qui ont des données océanographiques qui ne sont pas nécessairement des données hydrographiques, mais qui permettent d'avoir certaines informations sur des profondeurs, donc notamment des profils CTD pleine colonne d'eau ou certains points de sondage qui ont été pris, notamment sur des missions hivernales dans des régions très difficiles d'accès qui ne seraient même pas en fait disponibles d'accès par navire. Donc, c'est souvent, dans certains cas, c'est les seules données
indications de profondeur qu'on peut espérer avoir. Bien entendu, on ne part pas d'un modèle vide, donc on va se baser en milieu terrestre sur le modèle Arctique DEM pour implémenter les épaisseurs de glace. Donc, on a déjà une résolution très bonne. On avait 2 mètres pixels pour le modèle Arctique DEM en milieu terrestre. Et en milieu marin, on va également partir du modèle de l'EPCAR version 4, puisqu'il y a déjà une quantité phénoménale de données qui ont été intégrées à ce modèle-là. Et je vais expliquer plus tard aussi la rétroaction qu'on désire donner là, avec l'EPCAR pour améliorer les modèles et créer une force de frappe canadienne dans cette initiative internationale. Donc, le procédure de compilation et de traitement des données, en fait, encore une fois, on ne réinvente pas la roue. On va utiliser des méthodes classiques d'inversion d'épaisseur de glace pour dériver les élévations du lit en milieu terrestre pour l'épaisseur des glaciers. Et en milieu marin, on va utiliser pratiquement le même workflow que ce que l'EPCAR a publié, donc pour des données qui sont multisources et multirésolutions aussi, donc pouvoir améliorer la résolution de données qui sont souvent de faible résolution et de dégrader légèrement certaines données de haute résolution pour pouvoir les fusionner de manière efficace là, avec notamment des produits d'identification de source et d'identification de type. Depuis hier, on a mis en ligne un site web qui décrit le projet et qui décrit aussi les partenaires du projet et avec des liens de contact. Mais le site web a été mis en ligne principalement pour aider à la contribution de données. Donc, on a un formulaire de dépôt de données. Donc, depuis hier, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu contribuer jusqu'à maintenant, mais de jour en jour, en fait, on espère avoir un plus grand nombre de collaborateurs. Et le formulaire de la manière qui est monté, oui, permet d'aller rechercher de la donnée, mais permet de populer aussi une table de métadonnées qui est calquée sur les exigences du Service hydrographique du Canada. Donc, on fait déjà un effort de colliger beaucoup de métadonnées afin de pouvoir faciliter la transition après ça vers les agences nationales de cartographie. Donc, les livrables attendus pour la version 1, on s'attend évidemment d'avoir un modèle numérique d'élévation continu du milieu terrestre vers le milieu marin, une couche d'épaisseur des glaciers qui sera mise à jour de manière récurrente pour avoir faire des calculs de bilan de masse, par exemple. On va également avoir une couche de masque terrestre glacier pour, encore une fois, suivre l'étendue des glaciers. On va rendre disponible notre trait de côte mise à jour sous forme de vecteur. Mais également, là, comme je disais, toutes les couches aussi sur l'identifiant des sources et l'identifiant des types de chacun des jeux de données, ainsi qu'une incertitude associée à chacune des mesures là, qui nous permettra à la fois de voir les zones où il y a une plus grande densité de données de meilleure qualité, par exemple, où on pourra faire des grilles multirésolutions éventuellement lorsqu'on aura assez de données pour des études plus régionales, par exemple, ou à l'inverse, de voir des zones où il y a très peu de données et où on devrait mettre plus d'efforts dans le futur pour améliorer la cartographie de l'Arctique. Au niveau du partage des données, en fait, on compte publier gratuitement la grille et la mettre à jour sur une base continue. On compte également partager nos données. En fait, on va être un peu le dépôt de données avec lequel le service hydrographique pourra venir tirer certains produits pour mettre en ligne là, sur sa plateforme de publication de données qui sont pas nécessairement pour la navigation, mais des données bathymétriques tout de même. Et également, là, comme je disais précédemment, de faire une espèce de force de frappe au niveau de l'initiative internationale du GEPCO et de l'IBCAO afin de contribuer, de colliger à l'échelle nationale une grande quantité de données pour pouvoir les pousser éventuellement vers cet effort international. Donc, en conclusion, le projet ATAMAP se veut une nouvelle grille haute résolution qui tendra à être améliorée aussi en résolution dans le futur pour l'archipel arctique canadien. Notre approche, l'approche de collaboration permettra de rassembler une grande couche de données. Déjà, on a plusieurs lettres d'intention de gens qui veulent contribuer et qui permettra aussi de promouvoir en fait des données qui sont non utilisées, qui dorment un peu quelque part. Donc, on va les remettre à la lumière. Et éventuellement, là, bon, ce qui justifie pour le moment le projet, c'est vraiment l'utilisation dans les études de modélisation océanique pour calculer à la fois les impacts en fait, des changements climatiques sur les volumes de glace ou l'évolution des calottes glaciaires et l'évolution du réchauffement de l'océan également, et les contributions à l'élévation du niveau marin,
Mais il y a plusieurs encore d'autres applications qui pourront être dérivées de cette grille-là. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des jeux de données à partager ou vous désirez être impliqué dans l'équipe, soit Océan, l'équipe Glacier, ça nous fera plaisir de vous inclure et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires. Merci beaucoup.